Bon, décortiquons un peu tout ça. Il y a en ce moment même des centaines de litres d'eau sous pression, prêts à jaillir, qui circulent silencieusement, à quelques centimètres seulement derrière les cloisons d'un salon ou sous le plancher d'une chambre. C'est une image assez terrifiante quand on y pense, ouais. Totalement. C'est pour ça que j'aime bien dire que la plomberie d'un bâtiment, c'est littéralement son système cardiovasculaire. Tant que ce fluide circule bien, de manière invisible dans les artères de cuivre ou de plastique, le corps entier fonctionne. Et on n'y pense absolument pas. Voilà, exactement. C'est le cadet de nos soucis. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un document technique super intéressant qui s'appelle, attends, je vérifie le titre exact, Critical Indicators of Severe Plumbing Failure, en gros, les indicateurs critiques d'une défaillance grave de la plomberie. Un document fascinant d'ailleurs. Oui, très dense. Et notre mission pour cette exploration détaillée, c'est vraiment d'apprendre à décrypter le langage secret et souvent très silencieux d'une maison en détresse. C'est ça. Le but, c'est de comprendre quand une anomalie qui a l'air super banale cache en fait une urgence structurelle ou même sanitaire. Parce que l'enjeu, c'est pas juste d'éviter d'avoir les pieds mouillés un matin, non? Ah non, pas du tout. En fait, la dynamique des fluides nous enseigne une règle vraiment implacable. L'eau sous pression, c'est une force de la nature qui ne fait absolument aucun compromis. Elle finit toujours par gagner. Exactement. Elle cherchera toujours, inévitablement, une issue. Et le vrai défi avec nos maisons modernes, c'est que les premiers signaux d'alerte ne ressemblent presque jamais à un geyser spectaculaire au beau milieu de la cuisine. C'est dommage, ça serait plus simple à repérer. C'est sûr. Mais en réalité, les indicateurs critiques commencent par des symptômes extrêmement discrets. C'est un peu l'équivalent architectural d'une maladie asymptomatique, quoi. Ce qu'on voit, c'est juste le sommet de l'iceberg d'une défaillance beaucoup plus vaste qui se propage dans le noir, dans les murs. D'accord, donc on commence par les envahisseurs silencieux, quand l'eau laisse des traces, mais lentement. On a tous déjà vu ça, une petite cloque sur la peinture ou une tache un peu brunâtre au plafond. Ouais, le grand classique. Et la réaction typique, c'est de se dire que c'est un bête problème de finition. On compare souvent ça au voyant check engine d'une voiture, tu sais. Ah oui, le fameux voyant qu'on ignore en espérant qu'il s'éteigne tout seul. C'est exactement ça. On se dit oh, un petit raccord de peinture ce week-end et c'est réglé. Mais je suis un peu candide là-dessus. Est-ce qu'une simple peinture qui pèle justifie vraiment d'appeler ça une crise de plomberie? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'avant de marquer le plâtre, cette eau a dû faire tout un voyage. La physique de l'infiltration, c'est redoutable de patience. Comment ça, un voyage? Bah, pour qu'une tache brune apparaisse sur un plafond, l'eau a d'abord dû s'échapper de son tuyau, ensuite elle a dû saturer tous les matériaux autour, la laine de verre, la mousse isolante, détruisant au passage leurs propriétés thermiques évidemment. Ah ouais, donc l'isolation est déjà morte avant même qu'on voit la tâche. Complètement. Et seulement après ça, elle s'attaque au panneau de plâtre. D'ailleurs, la couleur brune ou jaunâtre qu'on voit, c'est pas juste de l'eau sale, hein. Ah bon, c'est quoi alors? C'est une réaction chimique pure et dure. C'est l'oxydation des fixations métalliques, genre les clous ou les vis, combinée à la dissolution des liants chimiques du plâtre et du papier. Waouh! Donc la cloque de peinture qu'on voit, c'est littéralement l'ultime rempart qui retient une flaque d'eau interne. Voilà. La peinture au latex est souvent imperméable, du coup, elle gonfle sous la pression de l'eau accumulée derrière, jusqu'à ce qu'elle craque. Et il faut penser au poids aussi. Le poids de l'eau, tu veux dire? Exactement. Le plâtre gorgé d'eau, c'est une éponge géante qui accumule les kilos. Et à la fin, la gravité l'emporte toujours. Un simple dégât des eaux se transforme en un effondrement brutal d'une partie du plafond. C'est terrifiant. Mais le document précise que l'intégrité structurelle, le plafond qui s'effondre, c'est qu'une facette du problème, non? Absolument. Après la physique, c'est la biologie qui prend le relais. Et de manière assez insidieuse. Les fameuses moisissures. Ouais. Quand une humidité anormale s'installe dans des espaces confinés, sombres et un peu chauds, comme l'intérieur d'un mur, ça devient un incubateur parfait. Le paradis des champignons, quoi. C'est un festin absolu. Les matériaux modernes, surtout le papier sur les plaques de plâtre ou le bois, c'est bourré de cellulose. Ça nourrit directement des micro-organismes comme le Stachybotrys, la fameuse moisissure noire. Et là, les autorités sanitaires européennes sont formelles sur les risques. On ne parle plus juste d'une odeur de moisi qu'on peut masquer avec une bougie parfumée. Non, pas du tout. Ces moisissures sont biologiquement actives. Leur mécanisme de défense et de reproduction, c'est de relâcher des milliers de spores microscopiques dans l'air et des mycotoxines.
Et j'imagine que la VMC de la maison se charge de bien répartir tout ça partout. Exactement. Le système de ventilation brasse l'air et ces particules invisibles sont inhalées tous les jours par les gens qui vivent là. Hmm. Et le système immunitaire humain identifie ces spores comme des agresseurs. Ce qui déclenche des réactions inflammatoires, c'est ça? Fatigue, maux de tête. Voilà, des irritations chroniques des voies respiratoires qui peuvent même évoluer vers des crises d'asthme très sévères. La petite fuite de plomberie s'est transformée en un vrai problème de toxicologie environnementale. C'est fou. D'un tuyau qui goûte, on passe à un danger pour les poumons. Mais la toxicité nous amène à un autre symptôme très charmant abordé dans les sources, les odeurs d'égout. Ah, les remontées d'odeur. C'est radical pour déclencher une réaction de dégoût. C'est clair. Quand l'eau s'évacue mal ou qu'une odeur de soufre remonte des éviers, c'est quoi la mécanique derrière ça? En fait, l'ingénierie des réseaux d'évacuation, c'est un équilibre super délicat. Sous chaque lavabo ou douche, on a un siphon. Tu sais, ce tuyau en forme de U. Oui, le truc qu'on doit parfois démonter quand c'est bouché. C'est ça. Son vrai rôle, c'est de retenir une petite quantité d'eau propre en permanence. C'est un bouchon liquide. Et c'est la seule et unique chose qui empêche les gaz d'égout, comme le sulfure d'hydrogène, de remonter dans les pièces à vivre. Donc si ça sent mauvais, c'est que ce bouchon d'eau n'est plus là. Exactement. Ça veut souvent dire que le système de ventilation de la plomberie est embouché. Ça crée un effet de succion qui aspire l'eau et vide le siphon. Ou pire, ça signale une obstruction majeure dans la canalisation principale. Ce qui oblige les gaz toxiques à remonter par les tuyaux intérieurs. C'est là qu'on observe cette fameuse réaction en chaîne, non? Genre, on tire la chasse d'eau et glouglou le lavabo gargouille. Ou l'eau remonte dans la baignoire, c'est un grand classique. Ça semble complètement défier la logique. On utilise un équipement d'un côté et l'eau ressort de l'autre. Ça paraît fou, mais c'est juste de la physique élémentaire. La loi des vases communicants et la gravité. Si la voie principale vers l'égout municipal est bloquée, les eaux usées n'ont nulle part où aller. Logique? Mais on continue d'ajouter de l'eau en utilisant la maison, donc le niveau monte dans les tuyaux. Et l'eau va naturellement chercher le point de sortie qui a l'élévation la plus basse par rapport au sol. Ah! Et dans quasiment toutes les maisons, le point le plus bas, c'est la bombe de la douche ou de la baignoire. C'est exactement ça. Donc, voir des eaux grises ou noires remonter dans une baignoire au rez-de-chaussée quand on utilise un évier à l'étage, c'est la preuve mathématique d'un blocage total du système. Et là, c'est plus un petit souci qu'on règle avec une ventouse ou du desktop. Non, c'est une urgence sanitaire manifeste. Les eaux qui refoulent sont bourrées de bactéries, y compris des coliformes fécaux. Burk. Et chaque goutte qu'on ajoute aggrave la contamination. Ça nous fait une bonne transition vers l'autre type d'urgence qui est encore plus dramatique. On passe d'un système bouché à un système sous pression qui implose. Là, on rentre dans la mécanique active. C'est le réseau de distribution d'eau propre qui est sous contrainte constante. Oui, parce que pour avoir un bon débit, l'eau est maintenue artificiellement sous pression, autour de 3 ou 4 bars en général, c'est ça? Tout à fait. Et quand une maison entière subit une chute de pression brutale à tous les robinets en même temps, du jour au lendemain, ça indique une rupture de confinement sévère. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment savoir faire la part des choses? Si la pression chute partout, ça pourrait juste être la commune qui fait des travaux sur le château d'eau, non? C'est la question que tout le monde se pose. Mais la maison a ses propres alarmes acoustiques pour différencier une panne externe d'une hémorragie interne. Les bruits fantômes dans les murs. Ah, j'adore ce côté maison hantée. Les coups sourds, les sifflements. C'est ça. L'acoustique est un outil de diagnostic incroyable. Si la ville coupe l'eau, tes tuyaux se vident en silence. Mais si tu as une baisse de pression accompagnée d'un long sifflement aigu dans les cloisons, Aïe. ouais, ça veut dire qu'un fluide à très haute vitesse est en train d'être forcé à travers une micro-fissure. C'est le principe d'un instrument à vent, en fait. La haute pression cherche à s'échapper par un tout petit trou et ça fait vibrer le métal ou le plastique. Exactement, à des fréquences qu'on peut entendre. Et pour les coups sourds répétés, ce qu'on appelle souvent les coups de bélier, c'est quand la pression hydrostatique devient instable. L'onde de choc de l'eau fait taper violemment la tuyauterie contre l'ossature en bois ou en métal du mur. C'est littéralement la matière qui crie à l'aide parce qu'elle est soumise à une force destructrice. Et quand ça lâche complètement, on a la fuite active. Et là, la vitesse des dégâts change d'échelle. On ne parle plus de taches brunes qui mettent des mois à apparaître. Non, là c'est le plafond qui goûte en direct, la flaque qui s'étale sur le carrelage ou carrément la cascade le long du mur. L'exposition directe à un flux continu détruit les finitions intérieures en quelques minutes. Le placoplâtre se désintègre, les parquets flottants gondolent de façon irréversible, l'eau touche l'électricité, c'est la cata.
Alors c'est quoi l'action immédiate? J'imagine qu'on ne réfléchit plus à ce stade. Surtout pas. L'unique protocole viable, c'est de neutraliser l'énergie cinétique à la source. Il faut trouver et fermer la vanne d'arrêt principale de la maison le plus vite possible. Chaque minute compte pour arrêter la pression municipale d'entrer dans le réseau intérieur. C'est vraiment la règle d'or, hein? Couper l'eau. Mais tu sais ce qui est ironiquement tragique dans tout ça? Le fait que cette eau qui détruit la maison, elle est facturée? Exactement. On paye littéralement pour alimenter sa propre catastrophe. Ce qui nous amène à parler du cœur du système, un élément qui rassemble les enjeux thermiques, mécaniques et financiers. Le chauffe-eau. Voilà. C'est une pièce d'ingénierie massive, souvent cachée au fond du garage, qu'on oublie totalement jusqu'à ce que l'eau du robinet devienne brune ou qu'il y ait une fleque d'eau perpétuelle à sa base. C'est vrai qu'on l'oublie. Pourtant, un chauffe-eau à accumulation, c'est le siège d'un affrontement chimique permanent. Comment ça? À l'intérieur de cette cuve métallique, avec les variations extrêmes de température et de pression, l'eau devient un solvant puissant. L'oxygène dissous et les minéraux de l'eau chaude créent de la corrosion galvanique. Donc le métal se fait ronger de l'intérieur en cédant ses électrons à l'eau, c'est ça? C'est exactement ce processus électrochimique. Et l'eau brunâtre qui sort du robinet, c'est la preuve visuelle. Ce sont des particules d'oxyde de fer de ta propre cuve qui flottent dans ton eau chaude. Mais les ingénieurs ont trouvé une parade brillante à ça, non? L'anode sacrificielle. J'adore ce nom. Ah oui, c'est une trouvaille géniale. C'est une longue tige de magnésium ou d'aluminium plantée dans la cuve. Son seul but dans la vie, c'est de se faire corroder à la place de l'acier. Elle attire l'activité galvanique pour protéger la cuve. Elle se sacrifie vraiment. Voilà. Sauf qu'au bout de quelques années, la tige est totalement consommée. Et c'est là que la corrosion s'attaque aux parois en acier, créant une fragilité qui mène invariablement à la fuite. C'est là que j'ai une question un peu bête. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement colmater une cuve de chauffe-eau qui fuit? Genre on met une rustine comme sur un pneu de vélo ou on fait une petite soudure? Si on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend vite pourquoi c'est une erreur conceptuelle très grave. La fuite que tu vois n'est pas le résultat d'un impact localisé, comme un clou sur ton pneu. D'accord. C'est le symptôme final d'une paroi dont l'épaisseur et la structure moléculaire sont mortes sur toute sa surface interne. Le métal est devenu poreux, il est cassant. Ah, donc si on met une rustine, ça va juste lâcher 1 centimètre plus loin le lendemain. Exactement. Soumettre à nouveau une cuve rapiacée à la chaleur et à la pression constante du réseau, c'est risquer une rupture totale et catastrophique. La défaillance est systémique. Le seul moyen, c'est de remplacer l'appareil complet. Et cet aspect systémique nous montre une réalité assez frustrante qui concerne notre portefeuille. L'hémorragie la plus coûteuse, souvent, c'est celle qui ne laisse absolument aucune trace visible. Ah oui, les fameuses fuites invisibles. Pas de taches brunes, pas de sifflement, pas de flaque sous le chauffe-eau. Le seul témoin, c'est la facture d'eau. On la reçoit par la poste, elle est anormalement élevée alors qu'on n'a pas changé nos habitudes. Parce que l'eau s'échappe directement sous la dalle de béton ou se disperse dans la terre du jardin. C'est ce qu'on appelle le flux fantôme. Le flux fantôme, c'est poétique, mais ça coûte très cher. C'est clair, l'eau s'écoule en permanence vers une zone où le drainage naturel masque le problème. Un tout petit filet d'eau continue, de l'épaisseur d'un crayon, à cause d'un tuyau habillé par le gel ou des racines, ça représente des milliers de litres perdus sur un an. Mais le compteur, lui, il enregistre tout ça avec une précision impitoyable. D'où la fameuse méthodologie du test du compteur pour débusquer ce flux fantôme. J'adore cette technique, c'est comme tendre un piège pendant la nuit pour attraper un voleur invisible. C'est une excellente comparaison. C'est une mise en quarantaine mathématique du réseau. La procédure demande une discipline totale pendant quelques heures, en général la nuit quand tout le monde dort. Donc, on relève les chiffres exacts sur le cadran juste avant d'aller se coucher, y compris les petites aiguilles rouges, tout. Ouais, tout. Et ensuite, l'interdiction de consommer de l'eau est absolue. Pas de lave-vaisselle en route, interdiction formelle de tirer la chasse d'eau, rien. Et le lendemain matin, à la première heure avant même d'ouvrir un robinet, on fait une nouvelle lecture. Et la beauté de ce test, c'est que c'est implacable, c'est binaire. Si on n'a rien utilisé, le compteur aurait dû rester figé. S'il a bougé d'1 millimètre, on a la preuve mathématique d'une fuite cachée à 100%. Preuve irréfutable. Et ça justifie de faire venir des spécialistes avec des outils de détection acoustique ou thermique pour trouver la fracture enfouie, avant que l'érosion sous terre ne détruise les fondations de la maison. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Quand on analyse l'ensemble de ces indicateurs critiques, de la moisissure au compteur d'eau, on se rend compte d'une chose fascinante. Un bâtiment, c'est pas inerte. Non, c'est vraiment un organisme complexe. Il réagit, il vieillit et surtout, il communique activement ses niveaux de stress. Que ce soit chimique, acoustique ou physique, chaque anomalie est une donnée.
Et notre boulot, c'est d'être proactif. Être attentif à ces signaux, ça permet de sauver la structure de sa maison, mais aussi de protéger sa santé respiratoire contre ces moisissures ou ces bactéries. Traiter sa plomberie comme un truc invisible, qu'on ignore jusqu'à ce que tout explose, c'est l'échec assuré. Apprendre à lire ces signaux précoces, c'est l'opportunité de régler un petit problème de pression avant qu'il ne détruise tout. Oui, ça demande une vraie vigilance au quotidien. Et d'ailleurs, en préparant cette discussion sur la force destructrice de l'eau sous pression, il y a une pensée qui m'a frappée et que je voudrais partager pour clore cette exploration. Je t'écoute. Imaginez un instant le volume titanesque d'eau qui est retenu 24 heures sur 24, juste derrière le fin plâtre de nos murs. On vit nos vies entières, on dort, entouré par un labyrinthe pressurisé qui est capable de briser des matériaux solides. C'est vrai que c'est une perspective dingue. On fait une confiance absolue à quelques millimètres de cuivre oxydé ou de plastique cachés dans l'obscurité. C'est vraiment le triomphe de l'ingénierie moderne. Jusqu'à ce qu'un infime sifflement, dans le mur, nous rappelle brutalement à quel point cette illusion de contrôle est fragile.